Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, je remercie le professeur Jean-Noël Missa et le professeur Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale, pour leur invitation pour vous livrer quelques réflexions au sujet d'un des thèmes qui me tiennent à cœur, à savoir les relations entre la psychanalyse et la littérature. Dans ce cas particulier, le ça et le moi chez Céline et chez Freud. Il se fait que depuis l'ouverture des archives Freud à Washington il y a quelques années au public, et de façon concomitante des publications inédites jusqu'à il y a quelques années sur Céline et de Céline, les recherches dans ces deux domaines ont été relancées et permettent des interprétations plus affinées dont devraient s'inspirer certains des auteurs qui nous sont tout à fait contemporains et qui ont commis des erreurs notables. Je ne dirai pas de qui il s'agit, je ne dirai pas de quoi il s'agit, car si je n'aime pas dire, c'est parce que je n'aime pas dire du mal. Mais je vais vous entretenir donc de Sigmund Freud et de Céline sous certains aspects. La psychanalyse et la littérature poursuivent de fait le même but, rendre compte de la complexité de l'être humain et comprendre celui-ci dans ses côtés les plus obscurs. Sigmund Freud a été confronté à la Première Guerre mondiale. Quelles influences celle-ci a-t-elle eu sur la théorie et la praxis psychanalytique? Elle a eu une influence prépondérante. De la même façon, lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Louis-Ferdinand Céline était soldat au 12e régiment des cuirassiers en France et son vécu de la guerre a été prépondérant pour toute son œuvre. Enfin, et chose qui paraît à certains plus étrange, quel lien pouvait-il y avoir entre le fondateur de la psychanalyse et l'écrivain français? Quand la Première Guerre mondiale éclata, Freud avait déjà 58 ans et était dans une intense période d'activité scientifique, aussi bien sur le plan de la théorie que de la praxis psychanalytique. Il est resté pendant toute la guerre à Vienne, fort préoccupé des événements et surtout fort préoccupé du sort de ses trois fils qui étaient engagés à l'armée et qui faisaient la guerre. Il avait déjà fait école, il avait créé la Société psychanalytique viennoise. Ses élèves avaient fait de même dans différents pays en créant des sociétés psychanalytiques locales et il avait acquis une renommée internationale. Suite aux événements de la Première Guerre mondiale, Sigmund Freud développa une réflexion concernant la psychologie individuelle et la psychologie collective, en rapport avec la guerre. C'est ainsi que le mardi 16 février 1915, Sigmund Freud fait une conférence à la loge Wien du Bnei Brit de Vienne. Le Bnei Brit est, je dirais, dans le cadre de la communauté juive, selon certains, l'équivalent de la franc-maçonnerie. Et Freud, en tout cas, était membre du Bnei Brit de Vienne et pendant une très longue période, il présentait ses réflexions, ses développements théoriques et cliniques à ses frères du Bnei Brit avant de les publier dans des revues comme Imago ou sous forme de livres. Et donc, en février 1915, il fait un exposé sur notre relation à la mort. Et quelques mois plus tard, il publie « Considérations actuelles sur la guerre et la mort » dans Imago, dont la seconde partie, notre attitude devant la mort, correspond à l'exposé qu'il avait fait au Bnei Brit. En juillet-septembre 1932, il y a une correspondance entre Freud et Albert Einstein sous l'égide de la Société des Nations
qui a été publié sous le titre général de Pourquoi la guerre. Freud était et se considérait comme un athée rationaliste tenant de la philosophie des Lumières, la Haskalah dans le judaïsme, ce que son propre père était déjà, alors que la famille était issue de la tradition juive dans le cadre du chassidisme. Et donc son approche est nettement influencée, je dirais, par ses conceptions idéologiques. Louis-Ferdinand Céline, Louis-Ferdinand Destouches en fait, est né en 1894 à Courbevoie, l'année même où a éclaté l'affaire Dreyfus. Et il a grandi dans un milieu qui était issu de la petite noblesse de province, et il décrit lui-même son père comme étant anti-dreyfusard, antisémite et cocardier. C'est dans cette ambiance-là que le petit Louis-Ferdinand a grandi. C'est un enfant intelligent, doué pour les langues, mais difficile et indiscipliné. Et en 1912, il passe la première partie du baccalauréat et de façon impulsive s'engage à l'armée et se retrouve lorsque la guerre éclate dans le 12e régiment des cuirassiers. Il commence à écrire, c'est ce qu'on appelle les carnets du cuirassier Destouches. On n'y retrouve pas les prémices de son style qui est très particulier. Et à l'instar de Sigmund Freud, malgré la très grande distance qui existe entre eux du point de vue âge, l'un a 58 ans quand la guerre éclate, reste à Vienne, mais a une partie de sa famille engagée dans la guerre, l'autre a 19 et quelques, lorsque la guerre éclate, et est sur le front. Et donc, il commence à écrire ce qui a été après collationné sous le titre général des carnets du cuirassier Destouches. Puis, il y a son premier roman qui paraît en 1932, Voyage au bout de la nuit, où tout le vécu de la Première Guerre mondiale, tout ce qu'il pense de l'être humain et de la société se trouve déjà. Et enfin, le dimanche 1er octobre en 1933, sur une erreur qu'a faite la gauche de l'époque, il est invité à faire le discours lors de l'hommage à Zola. De façon générale, dans toute son œuvre, Céline décrit une humanité pourrissante et autodestructrice, et parmi les êtres les plus abjects et les plus masochiques, il y a bien entendu les Juifs, décrits dans les pamphlets et qui servent en fait de bouc émissaire à sa paranoïa. Concernant l'homme en général, on trouve parmi de multiples autres citations possibles la suivante. Seulement qu'un aveu, pas possible, une pilule qui n'est pas avalable, que l'homme est la pire des engences, qu'il fabrique lui-même sa torture dans n'importe quelle condition, comme la vérole son abaisse, c'est ça la vraie mécanique, la profondeur du système. Et encore, je suis, tu es, nous sommes des ravageurs, des fourbes, des salopes. Je ne vais pas lire à haute voix ces injures à l'égard des Juifs, n'étant pas moi-même particulièrement masochique. Mais Céline accuse, toujours dans Hommage à Zola, l'être humain de porter en lui cet instinct de mort qui le propulse dans d'effroyables guerres autodestructrices. Ce faisant, il rejoint le concept freudien d'une dualité pulsion de mort, pulsion de vie, tel que Freud le développe dans Au-delà du principe de plaisir, paru en 1920. Vous voyez à quel point, dans l'évolution du début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a eu une influence prépondérante sur la vision du monde que pouvaient avoir les êtres humains
quel que soit le domaine de leur activité. En introduisant le terme de pulsion de mort, Freud entend souligner que c'est le retour à un état antérieur et en fin de compte à l'état de repos absolu de l'anorganique qui constitue ce qu'il y a de plus fondamental dans la notion de pulsion. La tendance à la destruction étant irréductible, toutes les pulsions agressives et libidinales sont liées aux pulsions de mort. Le concept d'un couple Eros-Thanatos repose sur des bases théoriques et correspond à l'exigence de la pensée freudienne à la recherche de couples d'opposés. C'est très typique de la pensée freudienne. Et c'est dans Das Ich und das Es, dans Le moi et le ça, paru en 1923, que Freud introduit le thème de Das Es, le ça. Et en fait, Das Es, le ça, est emprunté par Freud à Georg Grodeck, un médecin allemand proche des milieux psychanalytiques et qui écrivait un livre foisonnant, comme il pouvait y en avoir à l'époque, qui s'appelait Das Buch vom Es. À côté de cela, Georg Grodeck a développé des tas de théories concernant ce que nous appellerions actuellement les maladies psychosomatiques. C'est un homme extrêmement original. Mais c'est une période où il y avait énormément de gens originaux dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le ça, dans la deuxième topique qui distingue le ça, le moi et le surmoi, correspond à l'inconscient dans la première topique qui distingue le conscient, le subconscient et l'inconscient. Il représente les pulsions et donc les émotions. Mais le moi a également des parties inconscientes et une partie consciente si on adhère à la théorie phylogénétique selon laquelle le moi émerge du ça. Et ça, c'est une thèse qui est défendue notamment par Jacques Lacan, qui se base évidemment sur la sémantique, parce que Freud, à un moment donné dans ses publications, dit « Wo es war, soll ich werden ». Là où ça était, moi adviendra. Et n'écrit pas « Wo das es war, soll das ich werden ». Et donc cela veut dire, selon Jacques Lacan, que le moi émerge du ça, continue à avoir des parties inconscientes, pulsionnelles, émotionnelles, et il y a une part plus récente qui, elle, est rationnelle et consciente. Et effectivement, le moi se constitue sur le plan ontogénétique grâce à trois facteurs principaux: l'investissement narcissique du sujet, les processus d'identification et la différenciation au sein du moi de certaines composantes idéales. Parmi les processus d'identification, ce que je me suis proposé de faire, et c'est ce dont je vais vous parler brièvement, c'est de voir un des types d'identification, aussi bien pour Freud que pour Céline, à savoir l'identification au double, qui permet à l'identité de se construire. Il y a aussi un autre type d'identification, c'est l'identification aux images parentales, père-mère, qui permet également à l'identité de se construire, mais sur un mode un peu différent. L'identification au double est intéressante aussi bien chez Freud que chez Céline. Dans Psychologie collective et analyse du moi, Freud met l'accent sur les variations de comportement d'un individu dans sa vie personnelle ou en tant que membre d'un groupe, ce qui caractérise l'individu dans ce dernier cas, à savoir l'irrationalité, l'intolérance, la pensée illogique, la dilution des normes morales et la détérioration comportementale suggèrent un retour à un fonctionnement plus archaïque. Et dans Malaise dans la civilisation, Freud dit que la société civilisée est constamment menacée de ruine en raison de l'hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres. Cette tendance à l'agressivité est une disposition
inné chez l'homme et est le plus grand obstacle à la culture. La culture, selon Freud, doit faire appel à toutes les forces possibles pour ériger des barrières contre les instincts agressifs des hommes. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les concepts freudiens étaient connus de Louis-Ferdinand Céline. Et c'est là que nous avons maintenant des informations depuis 2012 qu'on n'avait pas auparavant. Il est certain que les considérations de Céline sur la psychologie individuelle et l'influence du sadisme et du masochisme sur les phénomènes de société, dont en premier lieu la guerre, démontrent une proximité de fait avec les concepts métapsychologiques. Alors que Milton Indus, spécialiste américain de la littérature française et qui défendait l'œuvre de Céline après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, alors que Céline était encore détenue à Copenhague, il entame une relation épistolaire avec Céline et à un moment donné, Céline écrit à Milton Indus dans une lettre datée du 5 août 1947 et dont nous n'avons connaissance que depuis 2012, la chose suivante que je vais vous citer. Freud est tout de même un très grand clinicien, l'un des derniers sans doute de la grande école clinique, Charcot, Dieulafoy, Addison. À présent, les techniques ramassent tout, l'esprit devient tout petit devant les mathématiques. Je ne suis pas certain qu'il n'en sorte pas complètement dégénéré et abruti. Déjà hier, on nous a dit que l'avenir nous réserve, sauf aux plus géniaux d'entre nous, un avenir de, disons, un avenir de personnes carencées sur le plan intellectuel. Il entre un peu du romancier, beaucoup même dans Freud, mais enfin, la vie aussi est un roman. Je ne vois plus de grands aristocrates de la pensée comme Taine, Michelet, Emerson, Renan. Il déconnait évidemment, mais il y avait du diamant dans ce torrent de déconnage. C'est le prix de toutes les choses très précieuses, énormément de déchets. Maintenant, on n'ose plus déconner, on s'y reprend à 3 fois avant de proférer une chère pensée. Il n'y a plus de fleuve, mais il n'y a guère de pépites non plus. L'enthousiasme n'y est plus, et je ne vous l'apprends pas du grec, le Dieu qui est en nous. Enthousiasme est beaucoup déliré. Hélas, Freud a certes déliré beaucoup, mais notre délire semble à présent être uniquement de fanatisme politique. C'est encore plus ridicule, je le sais. J'y ai été pris. Fin de citation. Il faut savoir aussi que dans l'œuvre romancée de Céline, Bardamu, le héros du voyage au bout de la nuit, son double, fait état d'un stage à l'Institut psychothérapique Baryton. Et c'est là qu'un de ses doubles, Robinson, pousse sa fiancée Madelon à le tuer. Depuis cette lettre, il est certain que Céline connaissait certains des travaux de Freud, qui étaient relativement diffusés et discutés. Freud lui-même était fasciné par les écrivains et les poètes. Il leur attribuait une connaissance intuitive de la nature humaine, allant bien au-delà de ce que les études psychanalytiques laborieuses, selon Freud, pouvaient permettre d'atteindre, et de ce fait, il considérait ceux-ci comme des doubles géniaux. L'on sait également que Freud a pris connaissance du premier roman de Céline, Voyage au bout de la nuit, au sujet duquel il écrit à Marie Bonaparte dans une lettre datée du 26 mars 1933. Vous savez que la princesse Marie Bonaparte était une des grandes admiratrices de Freud et était sa première traductrice vers le français. C'est d'ailleurs grâce à elle et à l'intervention également de l'ambassadeur américain que Freud et une partie de sa famille ont bénéficié de l'Ausweis, ont pu quitter l'Autriche
arriver à Paris et de Paris repartir vers Londres. Alors Freud, qui était doué pour les langues, lisait le français. Et donc il a lu Le Voyage au bout de la nuit pratiquement immédiatement après sa parution. Mais il n'est pas particulièrement laudatif. Il écrit à Marie Bonaparte « J'ai entrepris de lire le livre de Céline et en suis à la moitié. Je n'ai pas de goût pour cette peinture de la misère, pour la description de l'absurdité et du vide de notre vie actuelle qui ne s'appuierait pas sur un arrière-plan artistique ou philosophique. Je demande autre chose à l'art que du réalisme. Je le lis parce que vous désirez que je le fasse. » Et il a terminé ce livre tout en ne l'appréciant pas beaucoup. Il faut dire que Freud, le français, ce n'était pas sa langue maternelle. Il a passé quelques mois en 1884-1885 dans le service de Charcot, à la Salpêtrière. Il a appris le français comme il a appris aussi l'espagnol parce que Cervantes l'intéressait. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles Jean-Noël Missa connaît maintenant déjà bien l'espagnol. Il doit y avoir aussi une motivation du même ordre. Et Freud, à mon avis, ne pouvait pas se rendre compte du caractère révolutionnaire du style de Céline dans la littérature française. D'ailleurs, Freud était très classique dans tous les domaines, de l'art, de la peinture. Dans tous les domaines, Freud était un honnête homme, mais au goût relativement classique. Mais à côté de ça, il n'appréciait sûrement pas le nihilisme de Céline. Céline appréciait Freud, mais à la manière de Céline. Il ne pouvait jamais avoir, vis-à-vis de quelqu'un, un avis totalement positif. Freud, que l'on a souvent dépeint comme quelqu'un de fondamentalement pessimiste, se montrait malgré tout confiant dans l'avenir. C'est ainsi que dans la correspondance échangée avec Albert Einstein, sous l'égide de la Société des Nations, que j'ai déjà citée, il y a de la part d'Albert Einstein toute une série de considérations sur la nature humaine et sur les sociétés, où Albert Einstein se montre d'une naïveté absolue. Et Freud, lui, répond d'une façon très réaliste, que certains pourraient appeler cynique, concernant l'être humain et les sociétés, mais il termine quand même par la chose suivante. Il termine sa dernière lettre en écrivant « En attendant, nous pouvons nous dire, tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. » Et là, évidemment, il est tout à fait aux antipodes de l'attitude de Céline. Freud considérait les écrivains et les poètes, nous l'avons déjà dit, comme des doubles géniaux. C'est ainsi qu'en 1906, il écrit dans une lettre à Arthur Schnitzler, je cite, « Depuis plusieurs années, j'ai pu me rendre compte de la conformité profonde de nos conceptions en ce qui concerne maints problèmes psychologiques et érotiques, et récemment, j'ai même eu le courage d'insister sur ce fait. Je me suis souvent demandé, ajoute Freud, avec étonnement d'où vous teniez la connaissance de tel ou tel point caché, alors que je ne l'avais acquise que par un pénible travail d'investigation, et j'en suis venu à envier l'écrivain que déjà j'admirais. Il l'admirait tellement, il avait tellement peur de rencontrer ses doubles, qu'alors qu'ils habitaient la même ville et étaient contemporains, ça a pris 22 ans avant qu'ils ne se rencontrent et passent une soirée ensemble. Les doubles de Freud, Wilhelm Fliess, spécialiste de nez-gorge, il n'y avait pas de spécialiste de nez-gorge-oreille, il y avait des spécialistes d'oreille d'une part et des spécialistes de nez-gorge par ailleurs. Wilhelm Fliess, qu'il considérait comme un double génial,
et qui habitait Berlin, mais qui venait souvent à Vienne, et Freud allait souvent à Berlin, les écrivains, les philosophes sont constitutifs de son identité intellectuelle et scientifique. En réalité, quand on analyse les relations de Freud avec différents personnages, écrivains, philosophes, contemporains ou du passé, on se rend compte que c'est dans leur miroir qu'il a constitué son identité intellectuelle et humaine en général. La plus grande ambivalence de Freud s'exprimait dans son attitude à l'égard de la figure mythique de Moïse, du Moïse biblique, mais ça c'est encore autre chose, c'est, je dirais, les caractéristiques de son identité juive qui sont en jeu, que je n'aborderai pas du tout. Cette esquisse de la construction de l'identité de Freud, notamment par l'identification à ses doubles, montre comment sont cultivées chez lui les caractéristiques d'un humaniste rationaliste tenant des Lumières, ayant foi dans la science et la conviction de l'avènement d'une société hautement civilisée et débarrassée des croyances religieuses, ce qu'il affirme à de multiples reprises. Nous sommes dans une époque où nous nous rendons compte à quel point il n'y a pas qu'Albert Einstein qui était très naïf. Freud, finalement, que beaucoup décrivaient comme un pessimiste cynique, se montre d'une naïveté extraordinaire. Le fait d'être mort en 1939 l'a préservé et prémuni de voir ce qui allait se passer. Il y a d'ailleurs dans un ouvrage collectif qu'un collègue de l'ULB et moi-même nous avons publié, Adolphe Nissenholz et moi-même nous avons publié, un chapitre éblouissant de Paul-Laurent Assoun, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, parce qu'il écrit énormément de publications, énormément de livres, et il est fort médiatisé. Et il a écrit une publication se demandant à quel point les conceptions freudiennes seraient pertinentes pour analyser ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et à l'occasion de la Shoah. C'est dans Le Voyage au bout de la nuit qu'on trouve les deux doubles fameux de Céline, Bardamu et Robinson. Je vais vite passer là-dessus. Fait est que le double de Céline fait tout pour rester en vie et dit à un moment donné à sa petite amie du moment, Lola, je le cite, « Oui, tout à fait lâche, Lola, je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi, je ne me résigne pas, moi, je ne pleurniche pas dessus, moi, je la refuse tout net. Avec tous les hommes qu'elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Serait-il 995 millions et moi tout seul, c'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je ne veux plus mourir. » N'empêche que le double de Bardamu, Robinson, qui est en fait le double de Céline, opte pour la mort en se faisant tuer par Madelon. Donc, il faut ajouter à ces doubles Bardamu-Robinson l'identification de Louis-Ferdinand Auguste Destouches à sa mère, Céline, dont il a pris donc un des prénoms comme pseudonyme littéraire et qu'il affubla symboliquement dans ses romans, dans sa correspondance, dans tout ce qu'il racontait, d'une claudication qu'elle n'avait absolument pas. Madame Destouches, mère, telle qu'elle est décrite par son fils, ne respire pas la joie de vivre et symbolise l'aspiration vers la terre, l'entropie et la mort. Tout le contraire des danseuses qui fascinent Louis-Ferdinand Céline, dans la mesure où elles sont aériennes, fines, donnent le sentiment de s'envoler de la terre, de ne pas s'engluer dans la glèbe et d'atteindre à l'immortalité. Il eût été hier très heureux d'apprendre qu'il était
candidat à vivre 5 siècles, il aurait été frustré de ne pas appartenir à la première génération, à la première nouvelle génération. Si on s'en réfère à la métapsychologie pour résumer les choses, on peut dire que Céline est le contempteur du ça, de toutes ces pulsions agressives, libidinales, autodestructrices, amenant à la destruction de l'être humain et de la société. Mais en même temps, il se fait le chantre de l'émotion. Je le cite. L'émotion dans le langage écrit à sec. C'est moi qui ai redonné l'émotion au langage écrit. Comme je vous le dis, c'est pas qu'un petit urbain, je vous jure, le truc, la magie, que n'importe quel con à présent peut vous émouvoir, en écrit, retrouver l'émotion du parler à travers l'écrit, c'est pas rien, c'est infime, mais c'est quelque chose. Il reproche d'ailleurs aux Juifs de manquer d'émotions. Je le cite, « Les Juifs manquent désastreusement d'émotions directes spontanées, ils parlent au lieu d'éprouver, ils raisonnent au lieu de sentir. » Fin de citation. Freud, lui, décrit également abondamment le ça et les différentes pulsions. Mais il a foi dans l'être humain et dans l'humanité et se fait le héros du moi, ou en tout cas des parties consciente, rationnelle, contrôlante du moi. Et je rappelle donc sa fameuse phrase qui a donné l'occasion à Lacan de beaucoup réfléchir et beaucoup écrire et beaucoup parler à ce sujet, wo es war, soll ich werden, c'est-à-dire là où le ça était, le moi adviendra. Je ne vais pas parler de leur attitude dans leur vie privée vis-à-vis de la mort. Je rappellerai simplement que les derniers mois de la vie de Sigmund Freud furent particulièrement pénibles et douloureux. Il souffrait d'un cancer de la mâchoire, comme vous savez, de 1923 jusqu'à sa mort en 1939, lorsqu'il était déjà en Angleterre. Et le 21 septembre 1939, il s'adresse à son médecin, le docteur Schur, en ces termes, je le cite, « Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre première conversation, vous m'avez promis alors de m'aider lorsque je n'en pourrai plus, à présent ce n'est plus qu'une torture et cela n'a pas de raison. » Le docteur Schur fait ce qu'il avait promis, il procède à l'euthanasie en donnant à Freud de la morphine le 22 septembre et le 23 septembre. Au soir, Freud décède, mettant un terme à ses souffrances. Fidèle à ses convictions, fidèle à ses opinions, fidèle à son idéologie, Céline, lui, n'a pas arrêté dans sa vie privée, je ne vais pas donner les détails, de paniquer devant la mort. C'est son droit. Il y en a qui pensent à la mort de temps en temps, il y en a qui y pensent tous les jours, il y en a qui y pensent plusieurs fois par jour, il y en a qui ont une approche rationnelle, il y en a qui paniquent. Céline, lui, paniquait et il est mort bêtement le 1er juillet 1961 dans un état de délabrement avancé parce qu'il se négligeait depuis 1951 à son retour du Danemark quand il a été amnistié et a pu revenir en France d'une simple congestion cérébrale. Probablement qu'il aurait pu vivre plus vieux s'il avait pris soin de sa personne, ce qu'il ne faisait plus depuis des années. Et c'est sur une note peut-être pas tellement joyeuse que je termine en vous remerciant de votre attention.